D'abord, si on regarde le statut, il me semble que de manière générale, il y a un véritable besoin d'indépendance dans le domaine de l'environnement. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un besoin d'indépendance dans ce domaine? C'est pas le seul. Il y a bien sûr d'autres domaines dans lesquels l'indépendance est déjà très largement répandue. Et il me semble que le domaine de l'environnement est marqué très souvent, en dépit des relativisations qu'on peut faire de ce point de vue, par une opposition entre environnement et économie. Du moins, c'est comme ça qu'on peut le percevoir du côté des institutions administratives elles-mêmes. Il reste encore cette idée que l'économie serait défavorisée, serait pénalisée par les contraintes environnementales. C'est d'ailleurs un point de vue qui n'est pas forcément partagé par les économistes eux-mêmes, hein, qui ont parfois montré qu'au contraire, davantage de contraintes environnementales étaient vecteurs au contraire de davantage de croissance économique, mais là n'est pas le sujet. Cette opposition entre économie et environnement, elle reste dans les esprits. L'État est encore aujourd'hui relativement interventionniste, du moins il a un intérêt à ce que au développement de l'économie, et ce tropisme particulier de l'État en faveur de l'économie joue en réalité très régulièrement dans les décisions administratives qui sont prises en défaveur de l'environnement. Et donc c'est ce tropisme-là qu'il conviendrait de clarifier, en tout cas de remettre sur la table, et je pense que l'indépendance d'une institution administrative peut aider à limiter en tout cas ce tropisme. Ensuite, il faut aussi préciser que même si l'environnement n'est pas le domaine dans lequel il y a le plus d'autorités administratives indépendantes, il y en a quand même quelques-unes qui existent déjà. Par exemple, l'autorité de sûreté nucléaire, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, ou encore la Commission nationale du débat public. Du point de vue ensuite des missions de cette autorité, alors vous avez fait référence aux différentes propositions qui ont été émises, l'une dans le rapport Une justice pour l'environnement, l'autre par la Convention citoyenne sur le climat. Il me semble que, alors ces deux propositions ont d'abord le mérite de porter ce sujet dans le débat public. C'est un sujet qui était jusqu'à présent relativement confidentiel. Quelques universitaires s'y intéressaient, mais pas plus. Ici, le débat arrive sur la scène politique, donc c'est intéressant en soi. Néanmoins, il me semble que le point commun de ces deux propositions, c'est qu'elles sont relativement inabouties. Elles ont toutes deux été faites dans un délai relativement court. Et donc, quand on regarde dans le détail, on a l'impression que ce sont davantage des propositions, on va dire, symboliques, mais qui n'ont pas un contenu, à mon avis, suffisamment opérationnel. Alors, on peut égrener ces deux propositions. D'abord, dans le rapport Une justice pour l'environnement, il y a beaucoup de compétences de nature consultative ou, de manière générale, en tout cas, de compétences relativement soft. Le seul véritable pouvoir d'intervention de l'autorité indépendante qui est proposé, c'est celui d'intervenir devant le juge, mais uniquement dans le cadre des plans de vigilance. Bon, c'est bien sûr très intéressant, mais à mon avis, on pourrait donner beaucoup plus de souffle à cette autorité indépendante. Si on regarde du côté de la Convention citoyenne pour le climat, là aussi, la haute autorité des limites planétaires qui est proposée dispose de toute une série de compétences consultatives, rendre des avis, des recommandations, etc. Mais finalement, le seul pouvoir opérationnel dont elle dispose, c'est celui de saisir la justice. Alors c'est bien, mais à mon avis, il faudrait doter, si on crée une autorité administrative indépendante, il faut lui donner de réelles compétences, de réels pouvoirs.
La question des pouvoirs est bien sûr très très importante. Et pour y répondre, il faut d'abord se demander, dans la mesure où l'intérêt d'avoir une autorité indépendante par rapport à une autorité classique, c'est de rompre un certain nombre de conflits d'intérêts, eh bien, il faut d'abord se demander dans quel domaine peut-il être utile de mettre fin à ces conflits d'intérêts, dans quel domaine est-ce qu'on constate déjà un certain nombre de conflits d'intérêts dans le champ de la protection de l'environnement. Alors on peut les repérer assez facilement. Aujourd'hui, il y a quand même le droit de l'environnement n'a pas été inventé avec la Convention citoyenne pour le climat, donc on a quand même un certain recul. D'abord, il me semble que une autorité indépendante pourrait apporter une réelle plus-value en matière de répression. Sur ce plan, il faut distinguer deux types de répression. D'abord, la répression administrative qui passe souvent au second plan et pourtant c'est elle qui fait le quotidien de la répression en matière d'environnement. La répression pénale est beaucoup plus exceptionnelle. Cette répression administrative aujourd'hui, on le voit notamment lorsqu'il y a des problèmes graves, comme avec l'accident de Lubrizol il y a 1 an. Cette répression administrative, elle est en quelque sorte défaillante. On a des inspecteurs de l'environnement qui font relativement bien leur travail, qui font des inspections, qui font des rapports d'inspection, qui mettent en évidence un certain nombre de difficultés sur le terrain. Mais souvent, on a une institution préfectorale qui hésite à sanctionner ou qui carrément refuse de prononcer des sanctions parce qu'elle fait preuve d'une certaine mansuétude vis-à-vis des industriels ou des agriculteurs. Donc ici, on a clairement une faiblesse. Pour vous donner un exemple, si on regarde les statistiques dans un pays voisin comme la Belgique, alors même que la répression administrative n'est pas du tout prioritaire dans la stratégie de ce pays au niveau de la répression environnementale, c'est un pays qui privilégie davantage le volet pénal, eh bien on a déjà 1500 sanctions qui sont prononcées. C'est en tout cas les chiffres de 2015. Si vous regardez ce qui se passe en France, pays beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'installations classées, etc., vous constatez que l'année dernière, en France, on a prononcé un peu plus de 2000 sanctions administratives. Donc, est-ce que là, est-ce que c'est vraiment ça, l'écart entre la Belgique et la France en termes de répression? Personnellement, ça me permet de douter quelque peu de la réalité de la pression administrative sur le terrain. Néanmoins, on a des contre-exemples aussi. On a des contre-exemples, y compris dans le domaine de l'environnement. Justement, quand on confie ce pouvoir de sanction à une autorité administrative indépendante, on s'aperçoit que ça fonctionne mieux. Et c'est notamment le cas de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui est indépendante et qui exerce son pouvoir de sanction de manière tout à fait satisfaisante. Les statistiques nous montrent que ici, on n'hésite pas à sanctionner les compagnies aériennes qui ne respectent pas la règle du jeu. On a aussi également un problème avec cette répression administrative du point de vue, non pas d'un point de vue strictement environnemental, mais du point de vue de la concurrence entre les entreprises elles-mêmes. Donc il me semble que même les entreprises auraient un intérêt à améliorer l'exercice de la répression administrative. Pourquoi on se rappelle d'un arrêt de la Cour de cassation qui a mis en évidence que le non-respect du droit de l'environnement par un industriel peut engendrer une situation de concurrence déloyale. Ça paraît assez évident. Un industriel qui ne respecte pas les règles par rapport à un industriel qui fait l'effort de respecter les règles, bien sûr, va avoir des coûts de production moins importants et donc en tirer un avantage par rapport à ses concurrents. Or, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? On constate qu'il y a une grande disparité. Aujourd'hui, le pouvoir de sanction est entre les mains des préfets et évidemment, selon le territoire sur lequel vous vous trouvez, le préfet est différent et a une vision différente de l'exercice de son pouvoir de sanction. Parfois, il est relativement strict, parfois, il est relativement complaisant avec les industriels. Lorsque vous avez deux entreprises qui sont en concurrence,
évidemment, cette situation, de ce point de vue-là, n'est probablement pas acceptable. Alors ensuite, au-delà de la répression administrative, il y a bien sûr la répression pénale. Ici, c'est bien sûr l'institution judiciaire qui fait son travail avec l'indépendance qui la caractérise. Mais il ne faut pas oublier qu'en amont du travail de la justice, il y a bien sûr des inspections sur le terrain et des enquêtes. De ce point de vue-là, il me semble qu'on pourrait confier à cette autorité administrative indépendante une autorité fonctionnelle sur le corps des inspecteurs de l'environnement. Pourquoi? Parce que sur le terrain, là aussi, si on est attentif à ce qui se dit, parfois en off, eh bien, on s'aperçoit que l'administration fait parfois des entraves à l'exercice de l'inspection environnementale. Deux exemples. Un syndicaliste qui s'est exprimé dans le cadre des auditions parlementaires suivant l'accident de Lubrizol, qui expliquait que parfois des PV sont dressés à l'encontre des industriels, mais qu'il est demandé aux inspecteurs de l'environnement de ne pas les transmettre au procureur. Autre exemple, anonyme celui-là, des inspecteurs de l'environnement qui expliquent qu'il arrive parfois que des préfets ordonnent aux inspecteurs de ne pas transmettre de PV pour l'année entière, en particulier dans le domaine agricole. Alors, cela est peut-être anecdotique, mais il est absolument anormal que ce type de situation puisse se rencontrer encore aujourd'hui. Donc, cette autorité indépendante, elle pourrait coordonner l'action de l'inspection de l'environnement en exerçant une autorité fonctionnelle sur les inspecteurs et également définir une politique de contrôle au niveau national et au niveau régional. Il y a un autre domaine dans lequel une autorité administrative indépendante pourrait permettre de rompre un certain nombre de conflits d'intérêts existants, c'est le domaine de l'évaluation environnementale. Ici, on a un organe qui s'appelle l'autorité environnementale, dont le droit européen dit qu'il doit être le plus indépendant possible. Et aujourd'hui, la situation française n'est pas encore pleinement satisfaisante de ce point de vue-là. Donc, cette autorité administrative indépendante pourrait exercer cette mission d'autorité environnementale. Et enfin, un dernier domaine, c'est dans le domaine de la réparation du préjudice écologique. Alors ici, on n'a pas vraiment de conflit d'intérêt très net, mais probablement qu'une autorité extérieure pourrait apporter une plus-value. D'abord pour saisir davantage les juges, que ce soit au niveau pénal ou au niveau civil, puisqu'aujourd'hui, les associations font bien sûr leur travail, mais elles ont des moyens relativement limités. Ensuite, pour apporter une expertise en matière d'ingénierie écologique, puisque dans le cadre de la réparation du préjudice écologique, c'est la réparation en nature qui est privilégiée sur la réparation par équivalent. Et on sait qu'en matière d'environnement, c'est très compliqué, la réparation en nature, et probablement que les demandeurs actuels, à l'exception de quelques institutions, n'ont pas encore l'expertise suffisante. Donc, si on veut que la réparation du préjudice écologique puisse fonctionner dans le cadre de la loi actuelle, il faut muscler un petit peu l'expertise qui intervient à ce niveau-là. Et enfin, cette autorité indépendante, ça a été proposé par certains collègues dans le passé, pourrait centraliser, lorsque le juge prononce des dommages et intérêts, elle pourrait centraliser ces dommages et intérêts pour être certain qu'ils vont bien être réaffectés à des projets de réparation de l'environnement. Je ne vous cache pas que de ce point de vue-là, je suis relativement mal à l'aise. Je ne sais pas si la parole publique, enfin la parole des institutions publiques doit être authentifiée. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le rôle de cette autorité administrative indépendante. Surtout, il faut bien comprendre que la confiance accordée par les citoyens ne vient pas d'une authentification. Elle vient d'abord de l'échange d'arguments et de la délibération. Pour gagner la confiance, il faut d'abord convaincre. Bon, il me semble que ça, c'est un élément fondamental auquel il faut toujours revenir. Et
justement, quand on parle de délibération, on pense plutôt à une autorité administrative indépendante qui existe déjà dans le domaine de l'environnement. C'est la Commission nationale du débat public. Il me semble que cette Commission nationale du débat public, elle a fait ses preuves en matière de délibération, justement. Elle existe depuis longtemps, elle a mené de nombreux débats, elle a contribué de manière positive à ces débats. Il me semble qu'il faut lui faire davantage confiance. Par exemple, pourquoi ne lui a-t-on pas confié l'organisation de la Convention citoyenne sur le climat? Il se trouve que pour des raisons politiques, l'organisation de ce débat ne lui a pas été confiée. Personnellement, je suis assez dubitatif quand je vois le résultat de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, on a bien sûr un résultat avec de nombreuses propositions, etc., mais de nombreuses voix se sont élevées pour discuter de la méthode qui a été employée lors de cette Convention citoyenne pour le climat. Il me semble que si on avait fait confiance à la CNDP, probablement qu'on aurait évité un certain nombre de critiques et que les propositions des citoyens seraient encore plus crédibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. De manière générale, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des réformes institutionnelles. Il ne faut pas avoir peur de créer une nouvelle autorité administrative indépendante dans le domaine de l'environnement. D'abord, il ne s'agit pas d'alourdir les missions de l'État en matière d'environnement. L'État assume déjà toutes les missions qu'on pourrait confier à cette autorité administrative indépendante. L'État les assume déjà. Au contraire, il s'agit de mieux exercer ces missions. Donc, ce n'est pas du plus, mais c'est du mieux. D'abord, la création de cette autorité administrative indépendante avec des pouvoirs importants en matière de répression aurait pour effet de décharger les préfets d'un certain nombre de missions qu'ils exercent déjà. Ensuite, cette autorité administrative indépendante, elle pourrait assurer la mission actuelle de l'autorité environnementale. Donc là aussi, il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, mais simplement de réaffecter des moyens. Et puis, si on veut aller au-delà, on peut même envisager de réduire le nombre d'autorités administratives indépendantes grâce à la création de cette nouvelle autorité administrative indépendante, parce qu'elle pourrait regrouper deux AI qui existent déjà, à savoir l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et l'autorité de sûreté nucléaire. Alors, à n'en pas douter, cela fera l'objet d'un certain nombre de réserves, puisque le nucléaire a toujours eu une place plus ou moins à part au sein du droit de l'environnement. Mais il me semble que si vraiment on voulait rationaliser l'organisation administrative, on pourrait créer une grande autorité administrative indépendante qui exercerait les missions dont nous avons parlé et qui fusionnerait en quelque sorte la CNUSA et l'ASN. Néanmoins, il me semble que l'autre autorité administrative indépendante qui a des missions en matière d'environnement, à savoir la Commission nationale du débat public, devrait continuer d'être distincte parce qu'elle a des missions relativement spécifiques. Justement, quand on parle de confiance des citoyens, il faut dédier la CNDP à cette mission-là et bien séparer par rapport aux autres missions d'une autre autorité administrative indépendante. De manière plus générale, il me semble qu'il faut éviter peut-être de se faire plaisir avec des belles formules et plutôt regarder avec lucidité et dans le détail quels sont les véritables besoins. Ma conviction est qu'on obtiendra davantage de résultats concrets en mettant fin à un certain nombre de conflits d'intérêts qui existent actuellement, plutôt qu'en créant une énième institution avec, pour l'essentiel, des missions consultatives. Peut-être que ce sera très joli dans le décor, mais je ne suis pas certain que ça fasse avancer véritablement la protection juridique de l'environnement.